Salut, c'est Zaba et commençons tout de suite par le numéro 8. Travaux de parapsychologie soviétique. La déclassification d'un document de 1975 intitulé Recherches parapsychologiques soviétiques et tchécoslovaques révèle des conclusions troublantes de la Defense Intelligence Agency sur des tests soviétiques destinés à étudier le lien émotionnel et télépathique entre une mère et son nouveau-né. La théorie selon laquelle les mères peuvent ressentir la mort de leur enfant, même sans en être témoins, est à l'origine de cette étude. Et pour des raisons d'éthique, les tests ont été menés sur des lapins plutôt que sur des sujets humains. L'expérience et ses résultats sont détaillés dans le rapport officiel qui indique ce qui suit. Les scientifiques soviétiques ont placé les lapros à bord du sous-marin et ils ont gardé la mère lapine dans un laboratoire à terre, où ils ont implanté des électrodes dans son cerveau et lorsque le sous-marin a été immergé, des assistants ont enregistré la réaction des lapins un par un. Si le lapro décédait alors qu'il se trouvait dans le sous-marin, le cerveau de la mère lapine produisait des réactions perceptibles et enregistrées. Et les soviétiques ont maintenu ces protocoles et leurs résultats hautement confidentiels. Mais ils ont été découverts par les services de renseignement américains dans les années 1970. Et le rapport mentionne que l'Institut Pavlov de Moscou était soupçonné de poursuivre des expériences de télépathie animale jusqu'à la rédaction du rapport. L'URSS avait l'intention d'utiliser ces découvertes dans le cadre des communications d'urgence des sous-marins. Bien que le protocole ne soit pas exactement défini, surtout quant à la manière dont le centre de contrôle était censé réagir au cas où la mère lapine présentait les signes de perte de sa progéniture et qu'aucun autre contact ne pouvait être établi avec le sous-marin. Le rapport avance l'hypothèse que les signaux émis par les lapins pourraient servir d'alerte à des bombardiers en préparation ou à d'autres forces de représailles potentielles. Par ailleurs, si le sous-marin était témoin d'un acte ou d'une attaque méritant une frappe nucléaire, l'équipage pourrait envoyer un signal à l'aide du bébé lapin, puis remonter à la surface pour envoyer un message détaillé sur les mesures à prendre. Mais les spécificités ne sont pas vraiment spécifiées. On pense que les tests ont été menés en 1956, et bien qu'effrayants, ils pourraient laisser entrevoir des vérités plus vastes et inexplorées sur les liens non physiques entre les êtres vivants. Numéro 7, dossier Nixon, la Troisième Guerre mondiale. Le président Richard Nixon a changé la façon dont les nations communistes interagissaient avec les États-Unis. Il est arrivé avec des positions anticommunistes fortes et a utilisé la stratégie de la diplomatie triangulaire opposant les deux superpuissances communistes, la Chine et l'URSS l'une à l'autre. Il aspirait à ce que l'on se souvienne de lui pour sa politique étrangère, mais il a dû faire face à des déceptions, surtout concernant la guerre du Vietnam, à laquelle il avait promis de mettre fin rapidement, ainsi qu'aux relations entre les États-Unis et tous ses adversaires. En outre, il a dû faire face à des ennemis dans son propre pays, car il a commencé à considérer le Parti démocrate comme un ennemi plutôt que comme parti rival. Nixon aurait été de plus en plus agité, aurait développé un problème d'alcoolisme et serait devenu progressivement paranoïaque vis-à-vis de ses ennemis, réels d'ailleurs ou imaginaires. Et nous savons ceci grâce à des milliers de documents classifiés de son administration qui ont été rendus publics entre 2007 et 2014. Grâce à ces documents, on sait désormais que les États-Unis étaient au bord d'une guerre nucléaire avec la Corée du Nord en avril 1969. Quelques mois seulement après l'accession de Nixon à la présidence. Des plans ont été établis et des ordres ont été émis après que la Corée du Nord eut attaqué et abattu un avion espion EC-121 en mer du Japon. Et les documents déclassifiés conservés par les archives de la sécurité nationale révèlent que l'opération Freedom Drop, ils savent trouver des noms qui en jettent, qui visait à attaquer à l'aide de bombes conventionnelles et de bombes nucléaires qui auraient couvert une superficie près de 20 fois supérieure à celle de la bombe larguée à Hiroshima. Un mémo datant de juin 1969 indique qu'il s'agissait d'options précoordonnées visant à frapper 12 sites clés. Des centres de commandement, des bases navales, des aérodromes et tout ceci à l'aide de bombes nucléaires tactiques. Le président Nixon se serait couché ivre et aurait souffert d'insomnie tout au long de cette crise. Il aurait été absent des réunions dans la salle de crise.
et lorsqu'Henry Kissinger a pris la relève afin de diriger les membres du cabinet de Nixon en l'absence du président en état d'ébriété, la décision a été prise à un moment donné de mettre en œuvre les préparatifs d'une attaque avec la 82e division aéroportée en préparant ses bombardiers nucléaires comme s'il s'agissait d'une guerre. Et les pilotes étaient en état d'alerte et attendaient l'ordre final de bombarder la Corée du Nord et de déclencher éventuellement la Troisième Guerre mondiale. Heureusement, quelques heures plus tard, ils ont reçu l'ordre de se retirer. Kissinger et Nixon, qui avaient repris ses esprits, ont alors décidé de renoncer à une escalade militaire totale. Numéro 6, Navy et OVNI. En 2021, les responsables de la défense américaine ont déclassifié 3 vidéos granuleuses filmées par des pilotes de la marine et décrivant des rencontres militaires en plein vol avec des ovnis. Et les pilotes de chasse ont reconnu des phénomènes aériens non identifiés qualifiés d'ovnis. Certains d'entre vous le savent peut-être déjà, puisque le groupe de recherche sur les ovnis de la Stars Academy of Arts and Science a divulgué ces clips sans autorisation officielle il y a déjà quelques années. Quoi qu'il en soit, l'un de ces événements a été filmé en 2004 et 2 autres en 2015. Les vidéos intitulées Fleur, Go Fast et Gimbal montrent des avions sans ailes qui se déplacent à des vitesses apparemment supersoniques sous la surveillance du personnel militaire. Ces images, ainsi que l'aveu de la Navy, selon lequel des pilotes de chasse ont observé des phénomènes aériens non identifiés, changent la donne pour le gouvernement américain, qui niait depuis toujours les rapports faisant état d'objets volants non identifiés. Le Pentagone a déclaré qu'après un examen approfondi, il a déterminé que la diffusion autorisée de ces vidéos non classifiées ne révélait aucune fonction ou système sensible et n'entravait pas les enquêtes ultérieures sur les intrusions de phénomènes aériens non identifiés dans l'espace aérien militaire. Et les observations de supposés ovnis par des pilotes de la Navy seraient en augmentation constante, ce qui incitait le gouvernement américain à prendre ses déclarations plus au sérieux ces dernières années. Et entre 2007 et 2012, le Pentagone a lancé son programme d'identification des menaces aérospatiales avancées, consacré justement à l'étude de phénomènes aériens non identifiés. Et le New York Times a également rapporté que des pilotes avaient vu davantage d'ovnis dans le ciel et que lors d'une mission d'entraînement en 2014, un pilote avait même failli percuter l'un d'entre eux. Et si des programmes comme celui-ci marquent un progrès dans la recherche gouvernementale sur les ovnis, il se passe probablement bien plus de choses que ce que l'on sait. D'ailleurs, le phénomène aérien en question est toujours considéré comme non identifié. Et au lendemain de l'abattage d'un ballon chinois par les forces américaines, 3 autres ovnis, un au-dessus de l'Alaska, un autre, un petit ballon d'apparence métallique, au-dessus du nord-ouest du Canada, et un 3e objet octogonal au-dessus du lac Huron, en Ontario, au Canada, ont ensuite été abattus sur ordre du président Biden. Mais ces 3 derniers objets n'ont pas été reliés à la Chine, à d'autres pays ou à des extraterrestres. La prolifération apparente d'objets aériens suspects pourrait simplement résulter, du moins en partie, de l'attention portée à ce que le gouvernement américain appelle désormais les phénomènes aériens non identifiés ou UAP, observés depuis longtemps par des pilotes, des militaires et des civils selon les rapports. Mais les experts mettent néanmoins en garde contre le risque d'une multiplication de fausses alertes concernant ces objets. Il existe également un phénomène psychologique connu sous le nom d'illusion de fréquence, un type de distorsion cognitive qui fait que les gens remarquent davantage les choses après en avoir préalablement entendu parler. Et l'été dernier, le Pentagone a créé le All Domain Anomaly Resolution Office qui a examiné 366 rapports d'UAP, estimant qu'il s'agissait principalement de ballons, de drones, d'oiseaux ou autres éléments parasites de l'espace aérien. Cependant, 171 observations restent officiellement inexpliquées. Numéro 5. La soucoupe volante de l'US Air Force. La représentation classique d'ovnis ou de vaisseaux extraterrestres est toujours en forme de disque. Mais des documents déclassifiés ont révélé que les États-Unis ont travaillé à la mise au point d'une soucoupe volante afin de terroriser psychologiquement leurs ennemis. Déclassifiés en juin 2001, de nombreux rapports détaillent la conception et les essais, dans les années 1950, d'un avion supersonique doté de capacités de décollage et d'atterrissage à la verticale. Développé par la société canadienne Avro Canada,
La soucoupe volante est décrite comme un véhicule de 1 mètre de haut, 5 mètres de diamètre, pesant 1300 kg et transportant 1,2 tonnes de carburant. Mais le rapport final de développement du projet 1794 ne mentionne pas la vitesse potentielle du véhicule. Je cite: les propulseurs sont utilisés pour contrôler le véhicule. Il peut être conçu pour offrir une maniabilité satisfaisante dans toute la plage de vol, depuis le décollage assisté au sol jusqu'au vol supersonique à très haute altitude. Les essais supersoniques confirment que le potentiel de poussée calculé avec la conception actuelle fournira des performances bien supérieures à celles estimées au début des négociations contractuelles, avec une vitesse de pointe potentielle comprise entre Mach 3 et Mach 4. Un plafond d'altitude maximale de près de 100 000 pieds, ainsi qu'un rayon d'action maximal d'environ 1000 miles nautiques. Des essais en soufflerie ont été réalisés et ont prouvé qu'ils pouvaient être manœuvrés comme prévu, avec une accélération et une ascension fonctionnelle, ainsi qu'une grande efficacité de portance. Au total, 76 heures d'essais ont été effectuées au laboratoire supersonique naval du MIT. Mais les modifications recommandées n'ont jamais été réalisées, car les projets de modification ont été rejetés et le financement s'est épuisé au début de l'été 1961. Et les programmes d'Avrocar liés à l'armée américaine ont été annulés en décembre de la même année. Mais 2 Avrocars en parfait état de marche ont été produits, et l'armée américaine les a conservés lorsqu'elle a annulé le programme. Le modèle 58-7055 a été prêté en 2007 au National Museum of the United States Air Force dans l'Ohio, où il est exposé depuis 2008 après restauration. Le modèle 59-4975 a été prêté pour une longue exposition en plein air au Canada, puis a été transporté au musée des transports de l'armée américaine en Virginie, où il est toujours en cours de restauration. Numéro 4. Document Tchernobyl. La catastrophe de Tchernobyl est largement considérée comme la pire catastrophe nucléaire jamais survenue. Elle a été causée par l'explosion d'un réacteur nucléaire dans une centrale électrique à Pripyat, en Ukraine. Et comme vous le savez déjà, elle a entraîné une fuite radioactive catastrophique dans l'environnement. Quelques dizaines de personnes sont mortes des suites directes de l'accident, tandis que des milliers ont souffert pendant des semaines, des mois, voire plus longtemps des effets de la contamination par les radiations. Mais pendant ce temps, des dizaines de milliers de résidents de Pripyat et de ses environs ont été évacués à la hâte, obligeant quelques 350 000 personnes à tout laisser derrière elles en un rien de temps, et nombre d'entre elles ne seront jamais autorisées à revenir. L'impact de la catastrophe reste évident aujourd'hui, plus de 34 ans après, et affectera de nombreuses générations futures, car les niveaux de radiation se maintiennent dans toute la région, empêchant les anciens résidents de retourner dans leurs maisons abandonnées. Et en juin 2020, le gouvernement ukrainien a déclassifié 229 documents soviétiques, précédemment secrets, concernant la catastrophe de Tchernobyl. Le tout publié dans un livre des services secrets ukrainiens, SBU. Les documents détaillent les accidents, les interruptions d'urgence et les erreurs de construction qui se sont produites à la centrale entre 1971 et la date de la catastrophe. Ces documents montrent que de nombreux incidents de moindre importance se sont produits à Tchernobyl avant l'explosion catastrophique de 1986 et que le gouvernement soviétique a dissimulé ces événements. Les documents contiennent également des transcriptions de conversations téléphoniques de la nuit de l'accident, une copie du premier message concernant la catastrophe, des détails sur l'enquête initiale et l'ordre de construire une enveloppe ou une coque d'acier et de béton sur le site pour contenir les radiations le mieux possible. Et à la suite d'un incendie de forêt qui s'est déclaré en avril 2010, dans un contexte de sécheresse inhabituelle, les niveaux de radiation déjà dangereux ont grimpé en flèche. Une chose reste claire à propos de la catastrophe de Tchernobyl. Son impact se fera toujours ressentir bien au-delà de nos vies. Numéro 3. Le projet Aqualine. Au début du mois d'août, la CIA a déclassifié des documents relatifs au projet Aqualine, une mission datant de l'époque de la guerre froide et visant à développer une flotte de 12 avions espions robotisés en forme d'oiseaux et dotés d'une propulsion nucléaire. Ces véhicules aériens sans pilote, ou drones, tout simplement, devaient constituer la première plateforme de collecte de renseignements sans équipage de la CIA.
Le drone a été conçu pour ressembler à un oiseau vu du ciel, de près pas tellement, et pour transporter des colis d'espionnage spécialisés en Russie et en Chine. Doté de capacités photographiques, il devait prendre des photos aériennes en traversant le territoire ennemi, en espérant passer inaperçu à des altitudes bien inférieures à celles des engins d'espionnage classiques. Lancé dans les années 1960, le projet Aqualine visait à développer, atteindre et maintenir une capacité opérationnelle de reconnaissance secrète dans des zones interdites, en tout cas selon les documents récemment rendus publics. McDonnell Douglas a été chargé de concevoir le petit drone Aqualine qui ne devait pas dépasser 1,5 m de long et 2,2 m de large, et dont la taille et la forme devaient ressembler le plus possible à celle d'un oiseau. Une dizaine d'entre eux seraient lancés à la fois avec un poids au décollage de 33 kg ou moins. Alimenté par un moteur silencieux de 3,5 chevaux, le drone aurait une autonomie de vol de 50 heures ou de 2000 km, avec une altitude de croisière maximale de près de 6000 mètres. Le projet Aqualine a été annulé pour des raisons non précises qui pourraient être d'ordre financier. Le programme imposait des exigences très complexes qu'il aurait été très difficile de satisfaire avec la technologie de l'époque. Et il aura coûté au total 35 millions de dollars pour faire passer les essais opérationnels au niveau supérieur après que 3 des 5 prototypes ont été détruits lors des tout premiers vols du projet. Numéro 2. OVNI en Écosse. Des documents récemment déclassifiés ont été publiés par la CIA américaine faisant état d'un mystérieux incident en Écosse. En 1957, un radar a suivi un ovni qui a plongé et décrit des cercles entre 4000 et 18 000 mètres d'altitude. Selon le commandant d'escadre, W.P. Whitworth, basé en Écosse à l'époque, l'objet n'était absolument pas un phénomène naturel et ne pouvait être confondu avec un quelconque hasard. Il volait selon des schémas très distincts qui ne pouvaient résulter que d'une forme de contrôle intelligent. Le document de 186 pages a été publié par la CIA et mentionne d'autres observations d'OVNI dans le monde entier. Et le rapport se termine par une déclaration qui affirme que sur la base des preuves contenues dans le rapport, le Comité national d'enquête sur les phénomènes aériens a conclu que les ovnis sont réels et peuvent donner l'impression d'être contrôlés de manière intelligente. Toutefois, dans le même temps, le dossier sur les cas non résolus indique que les preuves ne sont pas suffisantes pour suggérer à quoi ressemblait l'engin mystérieux. Mais il s'agit néanmoins d'une nouvelle observation d'OVNI déclassifiée qui indique que des objets volants non identifiés d'origine étrangère traversent l'atmosphère et survolent nos villes. Cependant, un groupe de la CIA a conclu que ces observations pouvaient fournir des informations sur les missiles ainsi que les avions ennemis et qu'il était important de ne pas semer la panique ou de laisser d'autres pays s'en servir pour affaiblir les États-Unis. Numéro 1. Le traité de non-prolifération. Au début de l'année 2020, le traité sur la non-prolifération des armes nucléaires a fêté le 50e anniversaire de son entrée en vigueur. À cette occasion, les 3 gouvernements dépositaires du traité, les États-Unis, le Royaume-Uni et la Russie, ont déclassifié une série de documents relatifs aux négociations entourant l'accord. S'ajoutant aux documents de l'OTAN déjà publiés, ces nouveaux documents ont été scannés, traités et organisés en 3 volumes par les archives de l'OTAN. Le premier volume traite du désarmement, tandis que le deuxième volume contient les projets du traité, ainsi que les avis des responsables, les comptes rendus des réunions et les rapports des discussions autour du traité de non-prolifération. Et l'ensemble de ces documents témoignent de l'implication importante de l'OTAN dans la négociation du traité, ainsi que de la façon dont l'accord a été conclu. Salué par le département d'État américain comme une contribution incommensurable à la sécurité internationale, le traité a été ouvert à la signature le 1er juillet 1968. Ses principaux objectifs étaient d'encourager l'utilisation pacifique de l'énergie nucléaire tout en promouvant le désarmement dans l'espoir d'empêcher la prolifération des armes nucléaires. Le traité de non-prolifération est entré en vigueur en 1970 et a été prorogé en 1995, et ce, pour une durée indéterminée avec un total de 191 États signataires.
Et pour s'assurer que toutes les parties respectent leur engagement, le traité a créé l'Agence internationale de l'énergie atomique qui effectue des inspections pour vérifier le respect des termes du traité. Des conférences d'examen du traité lui-même ont lieu tous les 5 années, la plus récente ayant été organisée à l'été 2022, mais pas sûr que certaines personnes aient bien reçu le mémo, et découvrent certaines des pratiques les plus choquantes et les plus scandaleuses qui étaient tout à fait normales pour les pharaons en cliquant sur cette vidéo.